On voulait que ça reste une ferme, une entité, c'est-à-dire que, ou plusieurs entités, mais installer quelqu'un, pas que ça revienne à un voisin qui s'agrandit ou voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, ma vache? T'as perdu ton veau? Bon, ouais. Le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins de paysans et on ne connaît pas la limite. En fait, j'imagine que dans 2 ou 3 générations, en fait, les fermes, ça sera des fermes, ça sera des entreprises agricoles, et avec peut-être une société pour gérer le méthaniseur, une société pour gérer la vente des céréales, une société tout ça, et on va faire une espèce de holding comme ça. Une ferme comme ça qui se transmet à l'agrandissement, ben souvent les bâtiments ça reste à l'abandon, les maisons se ferment et puis il n'y a plus personne sur le territoire. En France, traditionnellement, la transmission des fermes est familiale. Un enfant est désigné ou s'auto-désigne pour continuer. Aujourd'hui, il est couramment admis que les enfants ont le choix de leur profession. Les cédants sont de plus en plus nombreux à trouver des repreneurs en dehors de la famille. J'accompagne des agriculteurs qui ont eu l'initiative de créer un groupe dans le but de réfléchir en commun à la transmission de leur ferme. Au fil des mois, je suis entrée dans chaque ferme, et même si je suis bien loin d'y penser pour moi-même, j'ai pris conscience de l'importance de cette étape dans leur vie. On part pas à la retraite en claquant une porte, quoi. Il y a plein de thèmes à aborder et on est deux, donc on n'a pas les mêmes idées, et voilà. Donc on avait besoin de ce groupe pour faire les points et maintenant c'est un peu plus clair. La plupart des agriculteurs en France n'ont pas du tout idée que la transmission hors cadre puisse être possible. Voilà. Donc ceux qui ont cette idée-là, c'est très important qu'ils se regroupent pour imaginer ce changement-là à plusieurs. Lors de nos formations avec la sociologue Brigitte Chizel, j'ai appris que nos recherches participaient à construire une nouvelle norme sociale. Notre groupe a un rôle pour changer les habitudes culturelles, innover, trouver de nouvelles voies dans la manière de transmettre. Donc ça, c'est sûr que si je fais rien, le plus simple, c'est de vendre ça. Ici, on vend ça à 7-8 000 € l'hectare. Je vais faire vendre, tout le monde est content. Est-ce que tu trouveras un acheteur si... Ah bah, il y en a plein. C'est vrai? Ils attendent. Oui. Colombelle, quand c'est qu'il arrête. Ah non, il y en a plein ici. Je me doute. La transmission, ça se prépare vachement à l'avance. Et la plupart des gens que je vois, moi, qui s'y intéressent, ils sont dans le rush, ils n'ont pas de successeur, donc ils continuent plus qu'ils ont besoin. Voilà, donc on se donne le temps comme ça de préparer le truc. Donc ça commence en 2019. Avant cette période-là, non, j'y pensais pas du tout. J'y pensais pas du tout parce que moi j'étais encore dans le système, dans notre routine de travail. Voilà, avec le roulement de cheptel, mon assolement. J'ai pas fini de récolter la fin de campagne que dans ma tête, je sais encore où je vais. J'ai repréparé l'assolement dans ma tête pour l'année suivante, quoi. Alors pour moi, non, c'était pas du tout ça. C'est le CIVAM qui m'a fait approcher à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une famille qui s'installe, parce que une famille qui s'installe ici, ben, c'est des gens qui consomment ici, c'est des gamins qui vont aller à l'école, c'est comme ça qu'on garde des gens sur le tissu rural. Et l'occupation du territoire, ça passe par là. La moitié des agriculteurs en France ont plus de 50 ans. Ce chiffre représente de nombreuses possibilités d'installation pour de jeunes agriculteurs. Mais au lieu de cela, ce sont 200 fermes par semaine qui disparaissent. Ce contexte alarmant agit comme un petit moteur pour tous les membres du groupe.
on voyait plus une reprise un petit peu comme ce qu'on a, nous, comme ferme, comme travail donc, de paysans. Et on voit que ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être diversifié, ça peut être une équipe. Enfin bon, je veux dire, on n'a pas d'idée sur la personne ou sur l'équipe qui vient, on n'a pas d'idée préconçue, quoi. Voilà. Un agriculteur qui approche de l'âge de la retraite, quand il réfléchit à une possible transmission de sa ferme, souvent il imagine que sa ferme doit être transmise à l'identique. Le repreneur qui arrive, il voit la ferme comme un potentiel pour réaliser un projet. Donc, en fait, là où le cédant voit la ferme en référence au passé, et le repreneur la voit en référence à l'avenir. Je me souviens qu'au début, les agriculteurs ne voyaient que les contraintes de leur ferme. Au fil des formations avec Brigitte et des visites de ferme, comme ce jour-là chez Vincent, je les ai vus avancer. Donc aujourd'hui, on est sur la ferme de Vincent et Valérie, qui fait partie là, du groupe Transmission. L'objectif aujourd'hui, comme on a pu le faire sur vos fermes à vous, c'est de faire un tour d'exploitation, que Vincent, tu nous expliques un peu l'historique et un peu l'objectif que tu as de la transmission aussi, qu'on fasse un tour des bâtiments, des parcelles et du matériel. Et puis l'idée, c'est que l'ensemble des autres membres du groupe, cédants aussi, te donnent un peu leur avis sur les atouts, les contraintes de la ferme, aussi un peu ce qui pourrait être modifié pour accueillir des porteurs de projets. Doucement là. Allez, doucement, doucement, regarde là. Regarde. Ici, moi, c'est un plaisir d'aller au travail le matin. C'est pas une contrainte, ça n'a jamais été une contrainte. Même que des périodes difficiles, avec des difficultés, ouais, mais et surtout à cette période, on sort le matin là. Alors, cadre de vie formidable. On a des animaux un petit peu partout autour. Hein, que demander de mieux? C'est pour ça que c'est une ferme comme celle-ci, elle demande qu'à être transmise et qu'il y ait une famille qui continue de vivre sur cette ferme. Petit à petit, ils ont appris à reconnaître le potentiel de leur ferme. Mais ce travail a aussi renforcé certaines de leurs exigences. Ils cherchent à partir en toute confiance. Le plus important pour moi, c'est que la ferme perdure dans cette idée de cohérence globale, quoi. Pour moi, les fermes, c'est aussi des solutions. Enfin, c'est des solutions pour l'alimentation saine, pour les questions de l'eau, par exemple, la problématique de l'eau en tant quantité qu'en qualité. C'est aussi des solutions par rapport à la question du climat, quelque part, parce que je pense qu'on a des atouts quand même dans les sols, c'est les plantes, quoi. Enfin, les plantes, elles sont capables de beaucoup de choses. On se trouvait donc sur une ferme au départ où on n'avait pas trop de corrections au niveau chimie à apporter. On pouvait rester sur quelque chose d'assez sain. Voilà. Et donc ça, c'était un aspect très positif. Et puis il y avait le fait qu'au niveau paysager, patrimonial, il y avait quelque chose de très beau qu'on a voulu conserver. On a tout fait pour conserver et utiliser les bâtiments anciens, pour pas que ça parte à la ruine, et puis pour conserver le bocage. C'est vrai que pour l'instant, on est resté dans la perspective de rester habité ici. Donc, de quelque part, de s'entourer d'agriculteurs qui travailleraient les terres qu'on a travaillées avant, mais de passer devant tous les jours pratiquement. Et ça ferait mal que les terres repassent en conventionnel avec des produits phyto, quand on a fait l'effort de les passer en bio et de les améliorer au niveau agronomique. Donc, je pense que ça sera une condition de la transmission c'est l'agriculture biologique, mais ça peut être une auto-agriculture, ça peut évoluer ça aussi, hein, mais que l'agriculture aille dans le sens de l'écologie sur ces terres-là. Notre défi,
est de s'adresser à des porteurs de projets qui s'intéressent à l'agriculture paysanne. Mais les candidats qui auraient ce profil se trouvent en dehors des systèmes de formation et des réseaux agricoles classiques. Et si le projet de là ou des repreneurs est un peu différent du système qu'il y a actuellement, quel regard vous allez avoir là-dessus? Est-ce que c'est un critère? Non, il fera ce qu'il voudra. Il y a juste quelques trucs qu'on veut garder, c'est-à-dire l'aspect paysager, donc bocager, etc. On veut que ça soit respecté. Et puis on veut que, ça c'est des prairies naturelles, donc ça, bon, pour nous, c'est pas labourable. Hein, voilà. Et puis on aimerait que ça soit repris en bio. Malgré tous leurs atouts, au bout de 4 années de travail et de réflexion, la plupart des agriculteurs du groupe n'ont toujours pas trouvé de repreneur. Les fermes d'élevage sont particulièrement touchées par ce manque de candidats. Je pense qu'il y a à la fois quand même un certain nombre de gens qui ont envie de changer de métier, d'accrocher le métier de paysan, et puis des paysans qui ont envie qui sont motivés pour libérer leur ferme, mais du coup on n'arrive pas à faire vraiment le rapprochement des deux. Aujourd'hui, on a besoin de montrer qu'il y a des possibilités de s'installer en élevage. Parce que souvent, l'élevage, c'est un peu... Pourquoi c'est un petit peu dénigré? Je ne vais pas parler que de la consommation... Alors, il y a le volet peut-être consommation de viande, pour certains, mais pour d'autres, c'est surtout le temps de travail. Parce que moi, j'ai remarqué beaucoup de jeunes, quand ils viennent ici, ils me font tout le temps... ça fait partie des questions prioritaires, ça... Quel temps de travail? Alors, je me dis, c'est des gens qui sont vachement axés sur le temps de travail, surtout des gens en conversion professionnelle. Ils ont connu les 35 heures, ils ont connu un rythme de travail, et aujourd'hui, ils font le choix de venir en agriculteur, où ça va être un passage peut-être dans l'agriculteur, parce que je sens ça aussi. Ça va être un passage, et ils veulent garder des activités à côté, ils veulent du temps de libre pour s'occuper de leur famille, mais ça, je respecte ça. Alors, nous, en tant que cédants, je me dis, on peut leur montrer qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de vivre de l'élevage sans que ce soit des grosses unités où tous les animaux sont entassés sous des bâtiments immenses là, et que le gars, quel que soit le temps, il soit là comme un robot là, à nourrir ses animaux sans cesse. L'élevage, pour moi, pourrait être intéressant, et même indispensable quelque part, parce que c'est le maillon manquant actuellement, de recyclage de la matière organique, d'accélération des cycles de la matière organique. Et comme je fais dans mon système, je suis en autonomie d'intrants, je fais des cultures fourragères, même légumineuses pour nourrir mon sol. Si ça passe par un intestin, ça accélère le processus de transformation en azote stable, en humus, et c'est gagnant-gagnant en fait. Et en plus, ça apporte une présence supplémentaire sur le territoire. Et ça, c'est une famille de plus qui est dans le coin. Moi, je dirais les fermes d'élevage, elles ont une attractivité, souvent d'ailleurs pour des collectifs qui veulent avoir une ferme en polyculture élevage. On va avoir un atelier de maraîchage, un atelier de céréales, avec de la transformation des céréales en pain, un peu d'élevage avec de la transformation aussi. Enfin, voilà, on voit ce genre de projet, c'est assez classique, hein, où un collectif de jeunes veut avoir une ferme avec toutes ses activités. Là, il y a des possibilités. Après, tu as tout un public aussi de gens qui se reconvertissent, mais peut-être qui ne cherchent pas une ferme. Alors, voilà, le trop gros, et puis le problème, c'est pouvoir les capter, ces gens-là. C'est des gens qui sont hors système, voilà. Et là, comment faire pour les capter? Et là, du coup, ceux-là, ils n'ont pas trop de problèmes. Tu sais, la carence, ça se voit pas trop sur ceux-là. Je sais pas si c'est la variété qui tient bien, mais si on va voir un peu plus loin. Là, on est sur le replat, c'est le meilleur. On va faire plus ouais. Martin a repris le GAEC de ses parents en association avec un autre jeune.
ils doivent trouver au moins un autre associé pour que la ferme fonctionne avec une diversité de production. C'est que s'installer en société, du coup être plusieurs associés sur la même ferme, eh ben, ça permet d'avoir des week-ends, éventuellement d'avoir des vacances, de pouvoir que les décisions ne se reposent pas que sur une seule personne. Et puis c'est aussi, pour moi c'est moins cher en fait. Enfin moi sur la ferme je me suis installé pour 16 000 euros au départ. Hein. Là du coup on a réinvesti dans le capital parce que ma mère est sortie. Mais au départ c'était 16 000 euros et une ferme maraîchère aujourd'hui c'est minimum 50 000 euros d'investissement au départ. Donc je m'étais dit mais on a une ferme qui est hyper intéressante. Je voyais pas pourquoi on ne trouverait pas quelqu'un facilement, quoi. J'aimais ce que mes parents avaient mis en place sur cette ferme, quoi. Enfin, j'aimais la manière dont ils avaient modifié les choses sur la ferme et ils étaient vraiment dans une optique au départ d'autonomie et au fur et à mesure aussi la question de l'environnement, elle s'est beaucoup imposée sur la ferme. Enfin, ils sont passés en bio, ils se sont mis à faire de l'agroforesterie. Enfin, il y a des choses qui m'ont aussi... Je me suis dit, cette ferme, elle est en constante évolution depuis le départ et elle évolue aussi dans le sens où... Enfin, dans ce que moi j'ai envie d'en faire, quoi. Ce qui est difficile, c'est de provoquer vraiment une rencontre. Voilà. Une rencontre de deux... histoires, l'histoire du cédant qui se dit j'aimerais bien que ma ferme continue et puis d'un jeune qui dit moi j'ai envie de m'engager dans l'agriculture. Voilà. Et la rencontre, pour qu'elle soit possible, il faut que peut-être chacun abandonne un peu des représentations très rigides des deux côtés. Bon, je sais pas. On n'a pas encore forcément, enfin il y a peut-être encore du travail à faire du coup dans ce groupe, mais je trouve qu'on n'a pas trouvé encore la clé pour vraiment se faire rencontrer à la fois nous qui sommes motivés pour transmettre et des gens qui ont envie de s'installer, qui seront de façon très diverse, c'est sûr. Quelque part, on manque de lieux, moi j'appelle ça, idéalement il faudrait faire un guichet unique en fait, où on aurait les projets à l'échelle d'un département, d'une région, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais il manque un lieu de communication entre les porteurs de projets, de nouveaux projets, puis les cédants. Et ça pourrait faire avancer le schmilblick pas mal. Je suis bouleversée de savoir que ces fermes ne trouvent pas de repreneurs. Au fur et à mesure de nos recherches, j'ai compris que les porteurs de projets passaient complètement à côté des offres de reprise. Soit ils n'en ont pas connaissance, soit ils en ont peur. Une vraie rencontre, elle peut avoir lieu quand on ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour qu'il y ait des rencontres, mais aussi des temps sans enjeu. C'est extra, là. Et puis, tu vois, elles sont cool, elles mangent. Elles me disent, ton foin, il est bien gentil ton foin, mais ça va nous servir pour nous coucher dessus. Mais on ne va pas le manger aujourd'hui, ou très peu. Ils ont beaucoup d'herbes. Voilà. Avant, c'était une affaire de famille. Donc en gros, il n'avait pas besoin d'en parler à droite et à gauche. Voilà, ça restait dans le cercle familial. C'était presque une affaire intime, la transmission. Là, ça devient une affaire en fait qui devient publique. Ma mission d'accompagnement avec ce groupe se termine. Certains d'entre eux ont trouvé des repreneurs. Les autres continuent à créer les meilleures conditions de rencontre, persuadés que c'est par l'association avec une plus grande diversité d'acteurs locaux que les projets de transmission seront facilités.